Hello Jedi, hello tout le monde. On revient dans FarmSpot au bout de 2 ou 3 semaines d'interruption pour l'épisode numéro 61. 2 ou 3 semaines d'interruption puisque on a fait une des explications de ces 3 semaines d'interruption, c'est qu'on a fait un week-end FarmSpot au ski avec les auditeurs du podcast qui avaient acheté notre NFT légendaire. Ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a tous kiffé. On était un peu moins de 10. On était 9-10 selon les jours. Ils sont restés au chalet avec nous durant 3 nuits. On a skié, on est allé faire une session de sauna, de hammam, enfin pas de hammam, de bain. Comment t'appelles ça encore? Un nordique. Un bain nordique. Les plus vaillants d'entre nous sont carrément descendus dans un lac gelé. C'était super marrant. On est allé au resto, etc. Enfin bref, c'était un bon moment. Et je pense que tu l'as bien résumé sur un de tes threads. Peut-être que tu veux le redire avec tes mots maintenant Vas-y, je t'en prie. Je Non, t'en non, prie. mais du coup, je vais le dire beaucoup moins bien que ce que tu l'avais dit par écrit. Mais grosso modo, c'est des auditeurs qui se sont rapprochés de nous, qui sont rentrés dans la communauté via les NFT. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire que finalement, c'est plus que des auditeurs anonymes. C'est des gens sur lesquels on peut mettre un visage, un nom, un visage, et qu'on a appris à connaître. Et surtout, ce qui est génial, et ce que j'avais pas du tout calculé, moi, quand on a lancé FarmSpot et qu'on a lancé la communauté via NFT, c'est que ces gens-là, maintenant, sont devenus potes entre eux. Euh, et que si à la base, ils venaient pour nous rencontrer, nous, pour échanger avec nous, bah, aujourd'hui, ils échangent entre eux directement. Et je pense que c'est une des grosses, grosses raisons. Hein. C'est comme un effet de réseau finalement où les gens, à la fin, ils restent aussi pour les autres qui sont là avec eux. Donc ils sont venus pour nous et ils restent pour les potes maintenant. Et ça, je trouve ça génial. Je sais pas si tu as des trucs à ajouter, si tu as kiffé toi, personnellement. Évidemment, évidemment, j'ai kiffé. Et non, j'ai rien à rajouter, mais effectivement, alors ce qui était très drôle, c'est la différence de profil de tout le monde. Hmm. Euh, et, euh, et passer un très très bon moment avec eux. Et j'espère qu'on va refaire ça. Alors oui, on va refaire ça sous Format. c'est un autre format, mais ça va être trop bien. Et on annoncera ça le jour venu, quand on aura planifié tout ça. Mais c'est trop cool. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont venues au week-end, lâchez un petit commentaire dans les commentaires YouTube. Euh, Pour comme prouver que c'est ça, vrai, quoi. Pour ouais, ceux pour qui ne nous prouver que suivent c'est pas vrai, sur quoi. Twitter et qui pourraient douter, qui pourraient se dire c'est un scam, il y a pas de Weekend Farm Spot, ils en parlent tout le temps, mais ils ne l'ont pas fait. Si, si, on l'a fait. On a tout ce qui est ensemble. Et quand tu disais la diversité des profils, c'est vrai qu'il y avait plusieurs types de profils. Donc, grosso modo, moi, à la louche, je dirais qu'il y avait 30-40% de devs, donc des gens qui sont des développeurs dans leur vie professionnelle de tous les jours. Et puis ensuite, il y a plus des business-minded people qui se sont amusés à collectionner des NFT il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a des mecs qui ont investi dans la crypto. Je pense qu'il y avait au moins 20 ou 30% de multimillionnaires en crypto dans la bande. Ça, c'est marrant parce que du coup, voilà, c'est pas écrit sur leur front en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est des mecs, on dirait, enfin, ils sont tout à fait normaux, comme nous d'ailleurs. Et, et je trouve ça intéressant. Et puis, on a eu aussi, au-delà de la crypto, au-delà des NFT, au-delà des soupers fromage, raclette et des bouteilles de vin qu'on a arrosé jusqu'à pas d'heure le premier jour. On a aussi eu des discussions super intéressantes qui étaient beaucoup plus, disons, fraternelles. Genre, OK, quelles sont les questions qu'on se pose en tant qu'homme? Comment est-ce qu'on organise sa vie? Comment les autres font finalement, comment est-ce qu'ils répondent à leurs problématiques de couple, de boîte, leurs problématiques finalement très, très humaines. Et ça, c'était super intéressant d'avoir les retours de chacun, parce qu'il y avait des mecs quand même qui avaient plus de 40 ans, la plupart avaient plus de 30 ans quand même, il y avait juste une ou deux personnes en dessous de 25, je pense. Mais la plupart avaient plus de 30 ans. Donc on était nous dans la fourchette basse finalement d'âge. Donc c'était intéressant d'avoir les retours de chacun. Moi, c'est des moments que j'ai vraiment bien kiffé quand on était tous assis dans le salon et qu'on discutait un peu de tout un tas de sujets un peu tendancieux, enfin tendancieux dans le sens où des sujets compliqués qu'on peut pas aborder, enfin, que c'est difficile d'aborder avec sa famille, que c'est difficile d'aborder avec
ses amis proches, puisque en général, on parle de gens que les gens autres connaissent et ça peut vite mettre un malaise. La personne ne connaissait personne, on ne connaissait pas leur copine, on ne connaissait pas leur situation familiale, on ne connaissait pas leurs parents, on ne connaissait pas leurs collègues. Et donc, c'était intéressant de voir à quel point la parole était très libre finalement à ce niveau-là. Franchement, c'est un truc que j'ai bien aimé. Et c'est un des avantages aussi à rejoindre FarmSpot, je pense. Bah, en fait, ça ressemblait vachement au podcast, hein. On a quand même vachement parlé de crypto et de NFT. Et puis ensuite, ça a vite tourné à des sujets un peu plus philo, finances perso, etc. Donc ça, c'était intéressant. Clairement. Non, mais J'ai tout dit. et d'autres sujets plus Politique, tout ça, quoi. ouais. Ouais, c'était Euh, intéressant. Désolé pour le bruit, j'ai quelqu'un qui a décidé de faire des travaux pendant 9 mois derrière moi, donc vous allez entendre ça souvent. Mais non, c'était trop bien et vivement le prochain. Euh, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on a des sujets pour reprendre cet épisode? Moi, j'ai un sujet. Si tu veux, je Mhm. peux commencer ou si tu as quelque chose. Vas-y, vas-y. Euh, alors, justement, je vais faire un lien avec le podcast, avec le week-end. Donc, pendant le week-end, on parlait beaucoup de, de business, de liens entre famille et business et comment. Enfin, on parlait de tout ça récemment, je suis tombé sur un mec. Enfin, c'est pas récemment en fait, je le suis depuis longtemps, mais je savais pas vraiment ce qu'il faisait. Il s'appelle Marshall Haas, Haas. Et ce mec-là, c'est un mec qui vit au Texas, qui fait partie de tous ces euh, solo-entrepreneurs qui ont créé en fait. Et d'ailleurs, ensuite, en regardant son Twitter, j'ai trouvé un autre mec qui a essayé de théoriser ça, entre guillemets. En gros, c'est des mecs qui créent une structure, une entreprise où à l'intérieur, ils créent plusieurs boîtes et toutes ces boîtes sont plus ou moins drivées par le personal branding du mec qui tient cette boîte. Donc, ça va être un cours qui est en lien avec l'expertise du mec. Très souvent, dedans, tu vas trouver un petit e-commerce direct to consumer. À côté, tu vas peut-être trouver un business un business comment dire, d'immobilier. Mhm. Et ce mec-là, en fait, c'est la représentation de ça. Donc, il a une boîte qui s'appelle Needwant, Needwant.com, que tu peux aller regarder. Et en gros, Needwant, c'est une holding qui a plein de business. Et dans ces business, tu as un e-commerce, tu as une boîte de recrutement, et c'est de ça que je vais parler. Tu as de l'immobilier et tu as aussi une boîte de tiny house qui Mhm. s'appelle Off As, donc Off et son nom de famille, Haas. Et en gros, avec sa femme, il a créé plusieurs tiny house. Donc en gros, c'est un parc de tiny house très luxueuse au milieu de Broken Bow, je sais pas où c'est, ça doit être au fin fond du Texas, là, je sais pas où. Et en gros, c'est des luxury cabins. C'est à Dallas, voilà. C'est des luxury cabins avec jacuzzi, Mhm. double espace. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je te conseille d'aller sur le site ofhaas.com. Et en fait, il fait ça avec sa compagne et c'est vraiment, vraiment magnifique. Et moi, je voulais te parler. Donc, déjà, c'est super intéressant d'avoir ces mecs-là. Et en fait, j'en ai trouvé plein d'autres, des mecs comme lui. Donc, ils ont une holding, plusieurs business en dessous. Et ils essayent de driver la plupart de leur business grâce à leur personal branding. Et une boîte qui m'a beaucoup plu, qu'il a lancé pendant le Covid et en fait qui me parle énormément, qui est plutôt simple à exécuter et que genre, enfin, je pense que ça doit être une cash machine. Après, j'ai pas trouvé les chiffres, mais je pense que ça doit être vraiment une cash machine. C'est son agence de recrutement. Donc, son agence de recrutement s'appelle Support Shepherd. Donc, Mhm. je sais pas si tu es dessus. Mhm. T'es dessus, ouais, t'as le site devant Ouais. toi. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il te dit, on a une agence de recrutement qui va te chasser des talents euh, aux Philippines qui s'occuperont de tout le legal, du screening et du matching. Et du coup, on te trouve des employés pour 80% du prix d'un employé que tu pourrais trouver aux États-Unis. Pour tout type de corps de métier, dev, social media manager, operation manager, virtual assistant, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Toi, tu t'appelles Soliton, tu lances un e-commerce en France,
tu as besoin d'avoir un mec qui gère tes ads. Si tu le prends en France, tu vas le payer 500, 600 euros de la journée si c'est un bon mec. Et tu vas pas pouvoir le prendre full time, sinon tu vas cracher bonbon. Et en fait, tu vas chez eux, tu leur dis, écoute, moi, il me faut un super bon ads manager pour mon nouveau e-commerce. Tu pitches ton business, tu pitches tes besoins, et eux te trouvent un mec aux Philippines. Ils disent que le salaire moyen qu'ils arrivent à trouver en tant que freelance, c'est entre 800 et 1000 dollars par mois. Donc, ça veut dire que tu pourras avoir un mec qui gère tes ads pour entre 800 et 1000 dollars par mois. Et après, je vais parler d'autres choses, parce qu'en fait, ces chiffres-là, c'est même beaucoup par rapport aux chiffres que moi, je connais de combien tu pourrais payer un mec aux Philippines. Mais bon, c'est pas grave. Et en gros, il t'attribue un mec qui va gérer tes ads toute l'année, quoi, ou tout le mois. Ça dépend combien de mois tu le prends en tant que freelance slash employé full-time. Enfin, employé slash freelance full-time. C'est très malin. Alors, leur modèle, c'est quoi? C'est de prendre 30% sur l'estimation annuelle du salaire. Donc, imaginons que tu prends un freelance pour tes ads pendant un an à 1000 balles par an. Ça fait 12 000 dollars que tu vas payer. Bah, tu prends 30% de ces 12 000 dollars et en fait, c'est les fees que tu vas payer à l'agence Shepherd pour avoir chassé le mec, l'avoir qualifié, te l'avoir matché et c'est t'occuper des contrats. C'est trop bien. C'est genre très, très, très malin. Alors, il s'est associé avec quelqu'un sur place qui est là opérationnellement et qui, en fait, trouve les talents, les screens, les formes même sur certains corps de métier. Et en fait, il fait juste un leverage sur une zone géographique du monde qui est l'Indonésie, l'Asie, où il y a énormément de talents. Ils sont pas chers. Il y a beaucoup de merde et il y a beaucoup de bons talents. Et lui, son job à lui, c'est de screener ça et de faire en sorte que aussi la culture du travail fit avec la culture de travail que toi, tu as en Europe ou aux États-Unis. On connaît quelqu'un d'autre qui a fait ça, c'est Many Pixels avec son productive service de design. En fait, il faisait la même chose, il prenait des freelances là-bas. Et en fait, moi, en ayant regardé un peu les tarifs de combien coûte un freelance full-time aux Philippines, en fait, tu peux avoir quelqu'un de très qualifié pour 500 dollars, 600 dollars grand max. Lui, je suppose qu'il va vraiment prendre des mecs un peu premium et des meufs un peu premium, d'où le prix un peu plus élevé de 800 dollars, 1000 dollars. Ou peut-être même qu'il se fait une marge sur eux, je ne sais pas. Je pense pas, je pense qu'il prend juste le cut sur toi et pas sur le freelance, mais qui sait. Et c'est très, très malin comme business. Je ne sais pas combien il fait de CA. Ce que je sais, c'est qu'il a des très beaux clients. Il a Nick Huber de Sweetie Startup. C'est le mec qui a le business comment dire, de centre de stockage qu'on connaît. Et nous, on a déjà parlé sur ce podcast. Il y a Nick Sharma. Nick Sharma, c'est un mec très connu aux US. Il a une agence qui s'appelle The Sharma Brands. En fait, c'est un Indien immigré aux US qui est spécialisé sur l'advertising et le branding pour les direct-to-consumer. Il a aidé, déjà lui, il a lancé un e-com, il a fait un exit et il a aidé des grosses boîtes direct-to-consumer qui font jusqu'à 100 millions de CA par an à créer leur branding, créer leurs ads, enfin toute la partie branding et marketing. Donc, tu as ce mec-là qui l'utilise et plein d'autres. Voilà, je voulais juste parler de ce business. Et en fait, ça, c'est un des multiples business qu'il a dans son portfolio de boîtes qu'il a lui-même créées. Et puis, dans le portfolio, il y a aussi des boîtes dans lesquelles il investit. Une façon pour lui de faire beaucoup de lead gen, c'est d'avoir créé un cours, évidemment, qui est un cours sur comment déléguer. En gros, pour lui, il y a la plupart des entrepreneurs, solo entrepreneurs ou même entrepreneurs de PME aux US. En fait, ils peuvent très vite déléguer une partie de leur travail et, comme il dit, ne pas être in the company, mais not working in the company, but on the company. Donc, c'est-à-dire ne pas être la petite main qui fait les choses tous les jours, mais plutôt être la personne qui supervise et qui, du coup, organise le tout pour que ça marche bien. Et dit la meilleure façon de faire ça, c'est de déléguer. Et une façon de t'aider à déléguer facilement, c'est déjà d'enlever toutes les tâches ingrates, chronophages d'un entrepreneur. Et donc, pour lui, tout entrepreneur devait avoir un assistant virtuel qui gère l'inbound d'email,
qui gère le calendrier, qui va gérer une partie de l'admin, qui va peut-être même gérer des trucs, des tâches perso. Il y a un truc qui fait ça beaucoup, Noah Kagan, il a un virtual assistant qui s'occupe par exemple de tous ses voyages, de tous les trucs à la maison. Donc, tu as quelqu'un qui check tout ce qu'il y a chez lui, ce qui manque et qui s'occupe de faire les courses. Dès qu'il veut partir en voyage, il dit bah voilà, j'ai un budget, c'est 5000 balles, je veux partir en vacances 2 semaines, sors-moi le top 5 des destinations avec tel critère. Et donc, tu as le virtual assistant qui s'occupe de ça au niveau pro et au niveau perso. Enfin voilà. Du coup, lui, il dit bah, le virtual assistant, c'est la porte d'entrée de comment je vais réussir à closer un entrepreneur. Et en fait, si j'arrive à lui vendre un virtual assistant aux Philippines pas cher qui fait un taf de malade, bah après, il va me dire en fait je veux aller plus loin. En fait, je veux un mec qui va s'occuper de mes ads. En fait, je veux un mec qui veut s'occuper de mes réseaux sociaux. Je veux un mec qui va s'occuper de mon produit et ainsi de suite. Et donc, il a créé un cours et le cours, il est accessible. Je crois qu'il est gratuit. C'est sur le site. Je pense qu'il est gratuit si je dis pas de conneries. Ouais, je Donc, crois ce qu'il est sera un produit gratuit. d'appel, quoi. Ouais, c'est un produit d'appel en gros. Donc voilà, je kiffe grave ce mec et j'ai trouvé un autre type qui a exactement le même modèle, donc une holding où il fait plusieurs business. Et en fait, ils se retweetent souvent eux deux et ils créent un petit gang comme ça. La plupart des mecs sont au Texas comme ça et ils créent un petit gang de mecs qui ont plusieurs business, des business très terre à terre comme une agence de recrutement, un truc immobilier, ainsi de suite. Euh, donc voilà, et ça pour le coup, Shepherd, c'est un business à mon avis qui doit être très très simple à exécuter. Le plus dur, bah, c'est de screener les profils, c'est de trouver des vrais mecs bons, et donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur place qui est dans la culture philippine et qui peut s'occuper de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour on passera par là. D'ailleurs, je réfléchissais en fait justement à pourquoi pas passer pour certains des services qu'on aimerait bien. Après, ça peut vite revenir cher parce que si j'ai bien compris son modèle, en fait, c'est peu importe le temps que tu prends le freelance, tu Ah, tu payes payes le l'année, toi. fees. En fait, tu payes le fees de 30% de l'année. Mhm. Donc, si tu le prends à mois, tu te fais un peu baiser, quoi. Donc, tu as tout intérêt à prendre un mec un an, quoi. Mais, euh, mais ouais, donc voilà. Mais ce type, je l'aime beaucoup aussi. Enfin, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais je le suis aussi sur Twitter depuis quelques années. D'ailleurs, j'aimerais bien une stat sur Twitter. Depuis combien de temps tu follow quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi, là, j'y pense qu'à chaque fois que je tombe sur les projets, je me dis, mais ça fait longtemps que je les suis, mais depuis combien de temps? Est-ce que j'étais à ce point-là early? Donc, dans la captation de ces gens-là sont intéressants. Euh, donc, Marshall, ouais, je le suis, mais je le suivais à la base, je pense, pour ces tiny houses, qui sont pas des tiny houses, en fait. Hein, pour le coup, c'est des vraies villas qui, à mon avis, doivent être sous la réglementation gros chalet, si ça existe une telle réglementation. Tout est en bois, c'est très esthétique, c'est très épuré. Ça reste quand même très, très, très américain. Genre, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait le gros frigo à glaçons quand même dans la tiny house. Mais c'est pas mal ce qu'ils font. Enfin, on en a parlé aussi, ça fait partie des trucs dont on a parlé, qu'on a pitché un peu. On en parlera plus tard dans le détail, mais tout ce qui est tiny house, etc., je pense qu'on va essayer de faire un truc là-dedans bientôt. Euh, Parce que c'est beau, en fait, à la fin, tu as vraiment un truc dans lequel tu peux aller. Et si tu arrives en plus à le louer, c'est cool. Donc voilà, non, je suis d'accord avec toi, c'est un type hyper intéressant. Euh, et il communique très bien sur les réseaux sociaux. À l'instar de ces tiny house, il a une communication qui est très épurée. Euh, et je pense même que je le suivais un moment sur Instagram, ce type-là, et que je voyais quand il allait dans sa forêt avec son gros 4x4 pour traîner tous les murs porteurs, etc. Enfin, c'était intéressant. Ok, bah, moi je vais te parler d'un autre truc. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a la Teal Fellowship 2022 qui est sortie. Ah non, Euh, je l'ai pas vu. donc la Teal Fellowship, c'est quoi pour ceux qui m'ont jamais entendu prier le God, enfin le dieu Peter Thiel en direct sur le podcast, vous allez y avoir droit maintenant pendant quelques secondes. Donc Peter Thiel, c'est qui? C'est le mec qui a fondé PayPal, qui a ensuite fondé Palantir, qui a fondé un des plus beaux VC au monde qui s'appelle Founder Fund, qui a été le premier fonds à investir sur Facebook. Si vous avez vu Social Network, le film de Facebook, c'est le premier gars que
que Mark Zuckerberg dans le film va rencontrer dans son bureau et qui investit en seed. Donc voilà, c'est des mecs qui sont en avance là-dessus, ils sont très contrariens et ils font des paris qui s'avèrent la plupart du temps hyper intéressants. Peter Thiel, il a fondé la Thiel Fellowship dans un seul but, c'est d'incentiver les jeunes talents à arrêter leurs études, de ne pas aller au collège pour pouvoir se concentrer uniquement sur la création de leur boîte. Euh, Aujourd'hui, il y a 228 fellows de la Thiel Fellowship qui existent. Ils ont créé ensemble des entreprises qui valent collectivement 46 milliards de dollars. Et ça, c'est en excluant Ethereum, puisque Ethereum, qui vaut aujourd'hui entre 3 et 400 milliards de dollars, a été fondé par un Thiel Fellow qui s'appelle Vitalik Buterin, comme vous le savez. Euh, donc voilà, ils distribuent 100K à ces mecs-là qui repèrent. C'est des mecs qui postulent pour pouvoir faire partie de la Thiel Fellowship. Et aux sélectionnés, ils distribuent 100K pour qu'ils arrêtent leurs études et qu'ils se concentrent uniquement sur leur compagnie. Et ensuite, ils ont accès à tout le réseau des anciens de la Thiel Fellowship. Ça, c'est le truc avec le plus d'avantages possible. Bien sûr, il n'y a rien c'est juste vraiment une donation. Hein, il n'y a rien qui est pris euh, en échange des 100 000 dollars. Cette année, il y en a 23 qui ont été sélectionnés. Ils ont la fourchette d'âge, c'est entre 18 et 23 ans. Donc là, tu te rends compte qu'on a bien vieilli. Ils sont dans l'aviation, le healthcare, je ne sais pas comment on dit en français, les soins de santé, l'intelligence artificielle, supply chain, et aussi dans la crypto, bien sûr. Alors, je vais te donner deux, trois projets que j'ai regardés que je trouvais intéressants, sans forcément les détailler. Il y a un device enfin un device, comment on dit en français, un device, un objet qui te permet de monitorer ton glucose en temps réel et qui est non invasif. Donc ça, c'est un. Il y a branche.gg dont on a parlé dans le podcast. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'espèce Ouais. de bureau virtuel qui a fait un peu le buzz pendant le Covid. Quand les gens ne pouvaient pas aller au bureau, ils avaient créé des bureaux sur mesure pour les boîtes. Eux, ils ont pivoté et ils ont l'air de se lancer dans le métaverse. Donc ça, c'est leur nouveau cheval de bataille. Il y a Glorify. Glorify, c'est une app sur laquelle les personnes de confession chrétienne se connectent ensemble pour prier ensemble et faire leurs prières. Donc ça, c'est un truc de ouf. Apparemment, ils ont C'est trop une bien énorme ça. user base. Il y a le personal computer des satellites. Donc, c'est des mini-satellites que tu peux lancer, apparemment que tu pourrais lancer toi et donc, tu pourrais contrôler à distance. C'est un truc un peu perché, ça s'appelle Skyline Celestial. Il y a une plateforme le computer vision qui reconnaît automatiquement les objets biologiques. Donc ça, c'est à destination des scientifiques. Et il y a ensuite aussi un type qu'on connaît un peu tous les deux, en tout cas de nom, qui s'appelle Ryan Pack, qui a 21 ans, qui vit en Corée du Sud et qui a lancé Encore. C'est l'écosystème de revenus sur les stablecoins. Encore protocole, je ne sais pas si tu vois. En gros, c'est Ouais, ouais. défi passif, etc. C'est assez intéressant ce type-là, donc il a rejoint. Et il y a aussi un autre truc de système nucléaire à petite échelle. Donc c'est des projets qui sont tous très ambitieux, qui sont probablement tous très risqués encore. Enfin, moi, dans ceux que j'ai cités, à part Encore, qui je sais fonctionne plutôt très bien, le reste, à mon avis, c'est pas encore prouvé. C'est pas encore des billion dollar company, mais n'empêche, ces 23 mecs-là poursuivent des projets dans des industries diverses et variées. Et j'avais envie de dire à l'audience, pour les mecs ou les filles qui en peuvent plus de la crypto, du Web3, etc., que ça les branche pas, suivez ces mecs qui font partie de la Thiel Fellowship, ces mecs et ces filles, parce que c'est mecs et des filles, bien sûr. Suivez ces mecs-là. Euh, Ils font des trucs intéressants qui, en général, sont très précurseurs et qui sont des indicateurs de marché à suivre, selon moi. C'est pas un hasard si dans la pharma slash biotech, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Je pense que c'est vraiment le marché dormant qui va se révéler dans les 10 prochaines années et qui va être comme l'arrivée du personal computer dans les années 80-90 pour la plupart des gens. Je pense que ça va être des grandes vagues technologiques à destination des consommateurs et ces consommateurs vont pouvoir
utiliser directement les technologies biotech at home ou bien alors dans des services de proximité, etc. Je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut se concentrer. Alors, il y a du coup biotech et space tech. Space tech, c'est un peu plus difficile puisque la barrière à l'entrée est beaucoup plus grande, c'est hyper capital intensive. Biotech, c'est un peu entre les deux. Donc, si vous voulez faire un pari sur l'avenir et que vous ne voulez pas travailler dans la crypto, dans le Web3, je trouve ça super intéressant de regarder un peu tout ce qui se passe dans la biotech, en tout cas. J'en entends de plus en plus parler. Les mecs sur All In Podcast, ils sont tous ultra bullish sur cette tendance. Il y a des gros tickets d'investissement qui tombent très régulièrement. C'est un sujet qui est très récurrent, notamment le reverse, comment est-ce qu'on fait pour renverser le problème de l'âge et faire en sorte Aging, qu'on... ouais. Ouais, le reverse aging, ouais. Donc en gros, tout ça, c'est à suivre, il faut se renseigner et je pense que ça va être une grosse tendance dans les prochaines années, donc à suivre. C'est tout pour la Thiel Fellowship 2022. Vraiment, je pense qu'on peut quand même tirer notre chapeau à Peter Thiel parce que l'air de rien, il a quand même filé quasiment 260 chèques de 100 000 balles à des petits gars. Alors c'est minuscule, c'est une goutte d'eau par rapport à sa fortune. Mais quand même, il le fait depuis plusieurs années, il le fait de façon récurrente et ça porte ses fruits. C'est ça qui est incroyable. C'est qui aurait imaginé qu'en donnant de l'argent à des jeunes anons la plupart du temps, qui sont un peu fous, qui sont dans leur coin, ces jeunes anons pourraient ensemble créer des boîtes qui valent plus de 46 millions et dans le cas d'Ethereum, 400 milliards de dollars. 46 milliards, pardon. Donc, hyper intéressant à suivre. T'as un autre truc dont tu veux parler, toi? Non, non, mais juste sur la Thiel Fellowship. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend rien. Il ne Ouais. prend pas de part, rien du tout, quoi. C'est vraiment de la philanthropie pure et dure. Et des Euh, insights, probablement aussi. ouais, Je pense que... aussi. Ouais, je Ouais. pense. Ouais. Et puis, c'est vertueux. C'est-à-dire que dans les boîtes dans lesquelles tu as investi, enfin, j'en sais rien, mais je suppose qu'il a réfléchi ça d'une façon Oui, il a les très, infos avant très tout le monde, c'est vertueuse. sûr. Ouais. Ouais. Même si la boîte ne réussit pas, les gens partent faire autre chose, ils se rappellent de Peter Thiel, et le jour où il lance un truc qui est concret ou qui Ouais. a toutes les chances de réussir, eh ben Peter Thiel, je suis sûr qu'il a un coup de fil. Ouais, ouais, C'est sûr et clairement, certain. clairement. Et non, trop intéressant. J'avais pas suivi d'ailleurs, je suis pas leur Twitter, je viens de remarquer. Et c'est dans leur Twitter, c'est ça qu'ils ont tweeté la liste. Et Euh, c'est un article qui est sorti, je mettrai l'article, et on nous a fait la réflexion le week-end, les gars. À la base, on regardait vos descriptions sur YouTube. Maintenant, on prend même plus le temps parce qu'on sait bien que vous oubliez la moitié des liens dont vous parlez dans le podcast. Ce lien-ci, je vous le promets, il sera dedans. Donc, vous et pourrez aller voir et pourrez les suivre sur Twitter. Je pense qu'il y a des liens vers leur Twitter. moi, un truc qui me plaît beaucoup, c'est Glorify. Je suis sur le site Mm. depuis tout à l'heure. C'est génial en fait de créer une app d'accompagnement pour chrétiens. C'est trop bien. Mm. Genre, c'est le calme du, Exact. pour les chrétiens, mais c'est parce que vraiment, quand tu scrolles un peu le truc, c'est calme, hein. C'est daily prière, plus des petits moments de la journée où tu peux te concentrer sur ta religion. Ça te permet de. Tu as des daily quotes, ça te permet de keep track en ta régularité par rapport à ta dévotion et à tes habitudes et à tes pratiques. C'est trop bien. Genre, Non, c'est génial. Et ce qui génial. est donc vraiment, ouais, le calme slash headspace de la religion chrétienne, ça, c'est un truc qui est génial ici, mais ce qui est encore plus génial et le unfair advantage auquel on ne pense pas forcément, c'est que tout le contenu est déjà créé. Ouais, C'est-à-dire que ouais, s'ils doivent lire une prière, ils vont dans la Bible et ils la ressortent. Tu vois, il n'y a pas ouais. d'invention, il n'y a pas de mantra, il y a pas vrai. Peut-être que dans la mise en forme, il y a une intro, etc. Aujourd'hui, on va vous parler de, je sais pas quoi, tu vois, mais grosso modo, headspace, calme, etc. À chaque fois, c'est des. Alors après, il y a moins de paroles peut-être là-dedans, du coup, vu que c'est de la méditation, tu vois, mais Mm. walking meditation où les gens parlent, etc., il faut fermer les yeux, ouvrir les yeux, respirer 2, 3 fois par la bouche et puis une fois par le nez, enfin, tu vois, tout ça, c'est du contenu à créer. Tandis que sur ce genre d'app, ben, en fait, tu peux scanner la Bible et trouver des trucs intéressants à ressortir. C'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a du contenu à l'infini, quasiment, qui peut être revisité plein de fois de façon différente. Et pour les gens qui n'aiment pas méditer ou qui ne se retrouvent pas dans le délire de méditation et qui sont
confession chrétienne, c'est génial. Hein, mais ouais, non, tu as vraiment la bonne analogie. Donc, C'est le headspace de la religion copycat chrétienne. ça sur l'islam et tout le reste, et c'est parti, quoi. Ah ouais, je ferais pas ça, mais oui, il y a Ouais. moyen. Et non, je ne ferai pas ça non plus, mais pour un convaincu, pour un prêcher convaincu, c'est trop bien, en fait. C'est génial. C'est comme j'ai rencontré récemment le mec qui a créé la plus grosse marketplace en Europe de sites de rencontres pour musulmans. C'est gigantesque et ça fait une thune monstre. Et en fait, il a créé le site de rencontre pour musulmans. Incroyable. C'est ouf. Mais C'est cool. obvious, ça, hein, finalement. Tu sais, Ouais, ouais, en ouais. fait, si vous n'avez pas d'inspiration et que vous cherchez une niche par laquelle commencer, vous allez voir tous les Tinder par ethnie qui sont sortis. Eh ben, vous faites la même chose, vous faites des headspace par ethnie, en Et en gros. plus, Par maintenant, vous ethnie, avez religion. des... Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça, c'est gigantesque. La user base est gigantesque. Et après, maintenant, vous avez des dérivés. Alors, j'ai vu un truc, c'est aujourd'hui. Je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie de parler de ça. Mais en gros, maintenant, donc, vous aviez le Tinder et puis qui était généraliste. Ados, ça a chopé les ados. Juste les mecs qui voulaient voir des petites meufs à poil à 16 ans. Et après, c'est devenu généraliste. Et après, vous avez des sous-catégories de Tinder. Vous avez le Tinder pour les juifs, tu as le Tinder pour les homosexuels, tu as le Tinder pour. Et maintenant, tu as encore une sous-catégorie qui sont les non-binaires et les gens qui ne savent pas de quel sexe ils sont. Et aujourd'hui, j'ai découvert une app dont j'ai oublié le nom. En fait, j'ai juste pas dig parce que je voulais pas. Ils ont levé la blinde. Et en gros, c'est un réseau social pour non-binaires pour qu'ils se sentent dans un espace De tolérance. fermé entre eux, rempli de tolérance, où il y a un gros screening en amont pour pas que tu te manges un fâcheux qui vient te défoncer la gueule sur ton app. Et ainsi de Comment suite. tu fais le screening dans ce cas-là? Je me Je sais demande pas, vraiment. mec, je suis pas, je sais rien, c'est pas mon sujet, mais Prouve-nous que tu n'es ni ci ni ça. non, Bon, je pense que bref. c'est pas ça, mais t'as compris quoi. Mais ouais. Mais c'est intéressant. Donc maintenant, tu as cette sous-niche là. Je suis sûr que demain on aura des calmes pour les non-binaires quoi. Bon. Euh, cool. Non, non, trop bien, trop bien, trop bien. Euh, Vas-y, on parle un peu d'actualité, comme ça tu vas rebondir là-dessus. Vas-y, dis-moi. Tu as suivi, on a tous suivi Ryan Breslow, le fondateur de Bolt, qui explique en quoi la Silicon Valley, et notamment YC et Stripe, ont des pratiques mafieuses. Euh, Juste pour le contexte, Bolt est un outil de paiement qui se diffère vachement de Stripe, mais qui est dans le giron de Stripe. Et apparemment, à plusieurs reprises, ce CEO s'est retrouvé lâché à la dernière minute par les VC qui se prenaient des coups de pression par Stripe pour ne pas qu'ils investissent chez Bolt. Euh, et Stripe, en fait, a une stratégie que je trouve, qu'on peut trouver intelligente, qui est intelligente en tout cas. Ils ont pris énormément d'investisseurs. Ils ont pris tous les investisseurs de la place de San Francisco, etc., aux États-Unis. Mais en plus de ça, ils ont pris plein de small check investors, des angels, etc. Euh, et en fait, quand tu es investisseur chez Stripe, quand tu es investisseur dans n'importe quelle boîte, dans certains cas, il y a des clauses de non-concurrence qui indiquent que tu ne peux pas investir chez un concurrent de la boîte dans laquelle tu as investi à la base. Et du coup, Stripe apparemment aurait utilisé ce moyen de pression-là à plusieurs reprises auprès de ses investisseurs en disant, mais non, les gars, vous ne pouvez pas investir chez Bolt parce que vous avez déjà investi chez nous. Et comme ils avaient tout le monde qui avait investi chez eux, et ben, personne ne pouvait investir chez Bolt. C'est tout le délire. En attendant, Bolt aujourd'hui, c'est valorisé entre 12 et 14 milliards de dollars. Ils ont quand même réussi à aller jusque-là. Ça fonctionne super bien. Et le CEO, du coup, a fait un thread Twitter où il explique pourquoi et comment Stripe et YC auraient à plusieurs reprises tenté de les bloquer dans leur progression. Ça a fait tout un scandale sur Twitter. Forcément, ce genre de trade, il y a des gens pour, il y a des gens contre. En attendant, ça buzz. Euh, et donc, je trouvais ça intéressant de peut-être d'avoir ton avis là-dessus.
sachant que du coup maintenant aujourd'hui tout le monde a sur le bout des lèvres Bolt, alors qu'à la base c'était pas connu vraiment de beaucoup de gens. Le CEO est un peu particulier. J'ai regardé une interview de lui. Il est un petit peu particulier, mais il a beaucoup de charme. Enfin, je vois comment il a réussi à aller jusque-là. Ça se ressent. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis? J'ai Est-ce que pas tu vu trouves ça sain? j'ai pas vu l'interview que tu m'as envoyée. Moi, je trouve ça très malin de la part de Stripe. Si c'est voulu ce qu'ils ont fait, tu vois, moi, Hmm. je pense pas que ce soit voulu, tu vois, de se dire, OK, je vais closer un maximum d'angels pour clés bons pour leur empêcher d'aller investir chez nos concurrents. Je pense pas que ce soit vraiment voulu, mais en cours de route, bah, ça se trouve utile. Et stratégiquement, c'est super. Enfin, moi, je suis pas contre ce genre de pratique. Euh, Après, je sais pas si toi t'es contre ou pas, mais moi je suis pas du tout contre. Tu sais, c'est la guerre, mec, hein. Quand tu as des C'est niveaux exactement ça, pareils, en fait. c'est la guerre, hein. Tu fais tout pour être le seul et être monopolistique. Mais c'est ça. Euh, Du coup, en fait, sa justification, lui, par rapport à ça, quand je parle de lui, je dis Ryan Breslow, en fait, je parle de Ryan Breslow, il dit, en fait, j'ai envie que tout le monde dans l'écosystème startup sache que si vous voulez lancer une boîte qui a un rapport de près ou de loin avec le paiement, voilà ce à quoi vous devez vous attendre. Ça va être la guerre des tranchées. Les mecs si vous avez besoin de lever des fonds, etc., il va falloir aller les chercher par le bout du nez, parce que sinon ils ne viendront pas d'office, et que vous allez vous prendre des bâtons dans les roues. Stratégiquement, si je me mets à la place de Stripe, je trouve ça malin. D'un point de vue vitalité de l'écosystème, je trouve ça moins drôle. Parce que lui, donc du coup, d'après lui, il dit on est passé plusieurs fois à deux doigts de la mort. Euh, il y a un grand nombre de boîtes qui n'ont pas une autre chance. Et donc, il y a un certain nombre d'innovations qui n'ont pas eu la chance finalement de pouvoir émerger. Donc, ça se discute, ouais, ça se, ça se je vois ce que tu négocie, veux dire. mais je Et puis trouve il y a ça des intéressant de la marchés. part de... Il Ouais. y a des marchés où c'est intéressant d'avoir de la compétition, il y en a d'autres où c'est pas intéressant. Et je pense que le paiement, c'est typiquement le genre de truc où je pense sur une géographie donnée, tu n'as pas envie d'avoir de compétition. Donc je comprends pourquoi Stripe se bat de cette façon-là. Et, euh, et après, il y a plusieurs choses. Il y a, euh, comment dire, c'est toujours bien de dire que c'est à cause du grand méchant. Après, c'est peut-être vrai, tu vois, en partie, mais il y a peut-être aussi mille et autres problèmes qui en fait font que tu n'as pas réussi à. Et c'est pas toujours de la faute du grand méchant. Après, bon, s'il a toutes les preuves, etc., bah, c'est toujours ça à porter de plus pour penser que Stripe, c'est le grand méchant. Mais après, dans l'ensemble, même si c'est le cas, moi, je suis pas contre. Et après, pour l'histoire de l'innovation, ouais, mais bon, bah, tu vois, il y a aussi tes intérêts d'entreprise. T'as Non, pas mais tu forcément sais, envie. c'est la fameuse, enfin, c'est le fameux dicton, tu sais, quand tu es une entreprise monopolistique, tu te fais tout petit et quand tu es une entreprise qui n'est pas qui est en concurrence avec des autres, et ben, en général, tu as tendance à te faire plus gros que tu n'es. C'est exactement l'inverse des oiseaux qui, lors du rituel de séduction, se gonflent avec toutes leurs plumes. Ben, en fait, les petites startups qui ne veulent rien dire à personne et qui sont encore à peine, qui vivent à peine, qui survivent à peine, ben, elles ont tendance à se faire très grosses et les grosses boîtes qui sont vraiment en situation monopolistique et donc qui peuvent créer des problèmes de concurrence sur le marché, elles ont tendance à se faire toutes petites. Et ben ça, c'est exactement la même chose en tant que boîte. En tant que boîte, Stripe, elle a tout intérêt à ne pas faire trop de vagues et à arriver à ses objectifs par des moyens détournés. Donc, je trouve ça malin en tant que... Moi ma conclusion là-dessus, c'est je trouve ça malin en tant que Stripe, j'aurais probablement fait la même chose. Ou même si c'est inconscient, j'aurais probablement utilisé la même carte si c'était offerte à moi au moment venu. Maintenant, je peux comprendre que ça fasse chier les gens. Ouais. Surtout, par Et exemple, tu c'est vois, donc le truc de YC, en l'occurrence, c'est que donc il y a le truc de YC, pour le coup, j'ai pas suivi ça. le truc de YC, en gros, c'est tu vois. Après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que ça fait énormément de bruit, ce trade sur des trucs qui paraissent un peu anecdotiques, pardon. Ils ont posté sur Hacker News. Ils étaient en hyper top tendance, etc. Stripe a posté dans leur et
le truc en tendance, il a dégringolé à une vitesse folle qu'on ne voit jamais, en fait, et Strive est passé en premier. Et il avait l'air de dire, écoutez, moi je pense que c'est le genre de truc, tu vois, que YC fait pour protéger ses boîtes, c'est-à-dire qu'on fait grimper Ouais, les nôtres et on fait descendre les autres. je sais Ça pas. se tient la route, hein. Moi je vois très bien des mecs le faire, mais voilà. En tout cas, lui, de son point de vue à lui, qu'est-ce que ça a réussi à faire, tout ce trade? Attirer l'attention sur Bolt, attirer l'attention sur lui en tant que CEO. Là, apparemment, il serait en train de lancer, et c'est tout récent du coup, il serait en train de lancer un YC-like. Donc tu vois que derrière, il y a quand même de la suite dans les idées. Donc voilà, peut-être que c'est vrai, et peut-être que le dénoncer, c'était un bon moyen pour lui d'aller faire fonctionner la concurrence. Donc voilà. Mais Euh, en tout cas ce qui est bien, je trouve, c'est de montrer aux gens que c'est pas un monde de bisounours, quoi. Pas ouais, tout le ça monde c'est y va sûr. t'aider, tout le monde il est gentil, quoi. C'est non, non, il y a des gens qui ont des intérêts économiques et mec, c'est la guerre, quoi. Mm. Donc tout le monde il est pas gentil, quoi. C'est comme par exemple, j'aimerais pas être dans la guerre qui s'est passée ces 2 dernières années avec la livraison rapide en Europe, tu vois, avec Mm. les gorillas, etc. Je sais pas, dans les premiers épisodes, j'avais parlé de ça. J'avais dit que ça allait être un bain de sang. Je sais pas si tu as suivi un peu depuis. Du coup, il y a les deux plus gros en Europe qui se sont fait racheter, en fait. Il y a GoPuff qui en a racheté un, qui est du coup le gros leader aux États-Unis, et il y en a un autre qui s'est fait racheter, je ne sais plus par qui. Et là, 3 quarts sont morts, quoi. Et en moins de 2 ans, alors qu'il y a eu du cash injecté. Et j'imagine pas aussi pareil. En fait, tu as une supply limitée d'investisseurs. Et en fait, tu arrives à un certain stade où l'investisseur il doit choisir est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre. Et donc ouais, le monde, il est pas gentil, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il y a eu exactement la même bataille finalement avec Deliveroo, Uber et la boîte belge, dont j'oublie à chaque fois le nom, Take it easy, ouais. Take It Easy. Tout ça, c'était des bains de sang aussi. Et puis, ça s'est joué à chaque fois sur des tours d'investissement supplémentaires. Est-ce qu'on arrive à reconvaincre les VC? Puis, tu as des fois des gens qui flippent. Ça fait partie du jeu, mais c'est un jeu intéressant en tout cas. Euh, Deuxième actualité, Wordle. Wordle, c'est un jeu que Jai m'a fait découvrir au ski et que j'ai bien kiffé. Si vous le voyez partager des petits carrés verts, des petits carrés jaunes, des petits carrés noirs sur Twitter sans cesse parce qu'il est fan de ce jeu. Je ne sais pas si tu as vu, ça a été racheté par le New York Times. Ah non, je pas vu. Putain. Si, si. Sérieux. Ok, merde. Ok, bah trop bien, trop bien. Alors, en fait, c'est un mec qui est tout seul qui a fait ça. Ça a été racheté par le New York Times. Et le New York Times le gars lance sa déclaration, dit le jeu restera gratuit. Et le New York Times dit le jeu restera gratuit provisoirement. Donc, en gros, ils vont foutre des trucs, etc. Et puis, il y a des gens qui critiquaient, puisque du coup, l'article dans le New York Times dans lequel on parlait du rachat de Wordle, il y avait un paywall. Du coup, voilà, toutes les cases étaient cochées pour dire putain, c'est dommage, on va passer à côté d'un jeu qui nous faisait bien rire. Euh, Est-ce qu'on arrête là? Parce que moi, j'ai encore 2 sujets, mais je peux les garder pour la prochaine fois. J'ai pas, ça fait 1 heure, non? Je pense qu'on parle, Ça fait... plus ou moins, 45 minutes, Ouais, plus ou moins. ouais. Euh, On va pas... Moi, Je pense qu'on va laisser les gens ouais, on va laisser les gens pour la reprise, tout on va pas doucement. trop Ouais. en faire. Il y a juste un truc, Farza, le mec qui C'est faisait ça dont je Zip vais parler. School, dans lequel On va vous en avez... parler Ah bah alors. ok, 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 ok. Non, Parle-en, non, vas-y, c'est bon, c'est vas-y. bon. Non, non, je veux pas en parler. Je veux pas en parler, c'est juste, je voulais dire, allez voir son tweet, mais si tu veux parler de son tweet, parlez-en. Si tu veux le garder pour la prochaine fois, on le garde pour la prochaine fois. Maintenant, du coup, on va pas faire du teasing comme ça. On Mais va vas-y, parler vite vas-y, fait. parle-en, parce que je pense que tu as mieux creusé son truc. Moi, j'ai juste lu une fois son tweet, mais je le trouvais très intéressant. Donc, Jedi, dans un épisode au tout début du podcast, nous a parlé de Zip School. Donc, Zip School, c'était ce site web produit qui permettait aux instituteurs de donner cours à des enfants en bas âge, donc moins de 5 ans, je pense, pendant le Covid, donc pendant les domiciliaires, enfin, comment ça s'appelle ça encore? J'ai oublié. La partie de enfin, la saison de homeschooling où tout le monde voulait faire Non, mais du l'apprentissage coup, à la maison, quoi. Je sais pas comment on dit en français, mais ouais. on était, nous confinés, voilà, pendant toute la partie du confinement où les gosses étaient à la maison, les parents étaient à la maison, les parents ne savaient plus quoi faire de leurs enfants. Ils ne voulaient pas les voir jouer sur leur tablette toute la journée, ils n'arrivaient pas à leur faire leurs devoirs, ils n'arrivaient pas à les occuper, à les maintenir intellectuellement éveillés. Farza a lancé cette boîte qui s'appelle Zip School. Zip School a réussi à avoir pas mal de buzz. Avec 500 dollars de revenus, il est allé chez Y Combinator. Ils ont levé des fonds, etc. Ils ont fait un premier pivot
où ils sont devenus en gros le Twitch des professeurs. Donc là, c'était les profs arrivent, lancent leur Twitch et peuvent apprendre n'importe quoi à 1000 gamins à la fois. Ils avaient 30 000 monthly active users et ils ont fait plus de 1 million de minutes de streaming. Donc ça commence à bien prendre, mais ils disaient à chaque fois, on arrive à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à casser, la croissance ne continue pas, qu'est-ce qu'on fait? On pivote, on pivote, on pivote. Et donc, d'abord, ils ont pivoté en gros il appelle ça, je ne sais plus comment il appelle ça en anglais, mais en gros, on prend les enfants avec des gants blancs, on les amène, on les installe, et c'est un prof pour 10 enfants, et c'est tout petit, etc. Donc ça, c'était la partie vraiment où il apprenait le métier. Tout ça en parallèle, il a créé un énorme Facebook groupe où ils sont plus de 30 000 aujourd'hui, 10 000 par an, je pense, aujourd'hui. Donc ça, c'était la partie un peu, on scale pas, on apprend. Puis il a scalé à la partie Twitch for Teacher pour pouvoir scaler. Et puis pareil, il s'est retrouvé face à un mur au niveau du scale. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pivoté une dernière fois, donc cette fois-ci, il a pivoté le marché et il a lancé ce que nous, on connaît bien, qui s'appelle BuildSpace. BuildSpace, c'est l'école pour les développeurs qui leur permet de passer du Web 2 au Web 3 euh, par des moyens fun et avec une communauté. Donc en gros, vous apprenez à faire un contrat, vous apprenez à faire une collection de NFT, vous apprenez à build des trucs vraiment tout simples et basiques. Et là, il dit, ça a pris, aujourd'hui, on a 50 000 développeurs. Alors, tu vois, il y a des gens comme moi, comme toi, qui sont sur la plateforme, je suppose. Je ne sais pas si on peut se considérer comme des développeurs, mais en tout cas, ils ont 50 000 users. Euh, Ils ont fait 200 000 euros, 200 000 dollars de volume. Enfin, je ne sais pas si c'était du résultat net ou pas, mais en gros, ils ont gagné 200 000 dollars en décembre et ils ont fait x2 en janvier, 400 000 dollars en janvier. Je n'ai pas creusé d'où viennent ces 400 000 dollars parce que c'est gratuit pour moi, Zip School. Alors, ouais, c'est gratuit. Build Space. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils placent les freelances dans des boîtes juste après. Ah, ok. Et ils font payer les boîtes, en fait, ces placements de talent, quoi. Et puis j'imagine aussi, du coup, qu'il y a aussi du sponsoring dans le sens où au début, tu apprenais à faire des contrats sur Ethereum et puis j'ai vu qu'ils commençaient à faire des trucs sur Solana. Peut-être que Solana leur dit, écoutez les gars, on aimerait bien attirer des nouveaux devs chez Ouais, nous. sûrement, il doit y avoir un peu de sponsoring. Je sais, mais Ouais. par contre, que la majorité du cash, c'est vraiment le placement de talent. Mais oui, sûrement un peu de sponsoring. C'est sûr, quoi. C'est sûr, ouais. D'ailleurs, en parlant, pourquoi est-ce que le placement de talent est si important dans le Web3? C'est qu'il y a une ressource rare de développeurs. Il y a peu de développeurs en Web3, c'est toujours le cas, on en parlait déjà il y a plusieurs épisodes, c'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, les mecs se font payer des fortunes et les boîtes payent des fortunes pour le recrutement. C'est comme ça qu'on peut expliquer autant d'argent chez BuildSpace. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai vu sur Twitter passer un tweet où un mec était payé 900 000 dollars par an. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai vu passer Je ne sais pas si c'était un une chiffre. blague ou pas, en fait. Je sais pas, mais j'ai vu passer un chiffre Genre une monstrueux, offre mais d'emploi. Une offre d'emploi, mais je ne sais pas si c'était une blague en mode vous déconnez avec vos salaires, ou bien alors si c'est vraiment un vrai salaire à 900 000 dollars par an. je sais pas, c'est la meuf qui vient d'être recrutée Head of FTX, là, je sais pas quoi, là, elle doit être payée extrêmement cher. Je suis sûr qu'elle dépasse le million par an. Mais par contre, un dev, 900 dollars, 900K, ça me paraît beaucoup. Mais ouais, en tout cas, les salaires sont super hauts. Et surtout, en tant qu'agence de placement de talent, j'ai parlé avec une agence qui place des talents et qui, du coup, j'ai réussi à avoir les infos sur leur cut. En gros, une agence de placement de talent en Web 2, elle prend entre 5 et 10% de salaire annuel du Hmm. candidat. En Web 3, on est à 30%. Donc, si je place un mec à 200K, je prends 60K. C'est énorme. C'est juste parce que je l'ai placé chez toi, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Et du coup, quelle est la conclusion de ce trade avec Farza? C'est qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. Vous pouvez pivoter au sein du même marché, puis ensuite, vous pouvez pivoter de marché. L'idéal, c'est de pouvoir prendre ce produit, ce knowledge que vous avez accumulé tout au cours de votre expérience et de le réutiliser derrière. Et donc, on nous dit aussi souvent dans le podcast, les gars, vous balancez plus assez d'idées. On aimerait bien avoir des idées. Des build school like, il y en a plein à faire dans le Web3. Toi, tu avais parlé d'un PM de Reddit, si je me souviens bien, qui lançait un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent passer du Web 2 au Web 3. Ouais, c'est le VP Product
de Reddit Ouais. qui a lancé Odyssey, qui permet aux gens, là, il onboard des gens pour apprendre un peu plus sur le Web3. Et en fait, son objectif, c'est de pouvoir former des gens non techniques au Web3. Ouais. Et ben, par exemple, moi, hier, j'ai rejoint un truc pas mal qui a l'air pas mal en tout cas, qui s'appelle safari.club et qui fait la même chose, mais pour les head of growth, les gens qui travaillent dans le marketing et la growth. Donc ça, c'est hyper intéressant. On analyse du coup tous les contenus, toutes les dynamiques de croissance et de marketing qui sont utilisés dans le Web3. Ça fonctionne sous forme de batch aussi, donc à mon avis, il se dirige un peu vers ça. Vous mettrai dans le lien parce que je sais bien qu'il y a pas mal de growth hackers qui nous écoutent. Peut-être que ça les intéressera de rejoindre les prochains batchs. Et il y avait que des profils hyper intéressants. Pour le coup, Je franchement, il y fais. a. C'est safari.club, ça s'écrit? Ouais, Euh, Bizarre, je le trouve pas. Safari. non, avec un Y, Safari. Ah, ok, parce que je fais un talk euh, pour passer en tant que growth du Web 2 au Web 3. Et je pense que ça va être intéressant ça de recommander Safari.club. Trop bien, ok, trop cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et c'est fait par le cofondateur du type que je t'ai envoyé pour la Crypto Fellowship, qui fait. J'ai oublié le nom, putain. Je te dis ça tout de suite. Je l'ai dans mon Notion. Non, mais je vois. Puzzle. Get Puzzle, Ouais. exactement. C'est son cofondateur. Et en fait, Get Puzzle va être utilisé pour Safari, Évidemment. etc. Donc, c'est leur façon de faire grandir l'utilisation du produit. Je vois pas Safari.club, j'ai rien qui sort. Tu l'enverras, tu me l'enverras après. J'ai rien qui sort, bizarrement. Peut-être que je me suis trompé. Ouais, tu Ah me non, l'enverras ouais, après, c'est c'est autre pas chose. grave. Ok, je te l'enverrai. Ok, C'est cool. Safari quelque chose, mais c'est pas Safari.club. Ok, Ok, d'accord. Bon, bah écoute, voilà, on peut c'est closer cool. là-dessus. T'as des idées? On peut faire la même chose, en fait, pour le design. Vous pouvez faire la même chose pour le Ouais. produit. Vous pouvez faire la même chose pour les CFO. Ça, c'est un bon sujet aussi. Vous pouvez faire la même chose pour les game devs. Ça, ce serait une putain de ressource, les gars. Et les game devs, en ce moment, on en cherche tous. Donc, vraiment, il y a moyen de faire pas mal de communautés intéressantes, je pense. Voilà, voilà. Je Bien. pense que c'est tout. C'était cool. C'est la fin de l'épisode 61. Vous devez lâcher 5 étoiles sur l'Apple Podcast, un petit commentaire sur la vidéo YouTube et la petite cloche sur Spotify. À la prochaine. À la prochaine, mec. Ciao, Ciao. ciao.